je gagnais, je perdais le double. J'avais les poches trouées, de ouf. D'ailleurs, à l'époque, je me faisais appeler le Mexicain. Bref, c'est une anecdote pour plus tard. Douloureux que de développer un business et de tout perdre. T'es quelqu'un qui fédère les gens, mais actuellement, tu as un discours qui divise. Je me fais des attestations pour aller fumer des joints, enfin, tu vois le truc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Toujours au même endroit, j'ai juste changé le t-shirt les gars. C'est le même podcast que celui qui va sortir ou qui est sorti. Mais aujourd'hui, on est en compagnie d'un frère que j'estime énormément. Parce qu'il y a des histoires, on va revenir dans le passé, il y a des histoires, il y a des anecdotes, c'est un gars qui a connu tout en bas, qui a connu tout en haut, qui a connu le milieu, qui a connu toutes les étapes qu'on peut connaître, en tout cas une grande partie des étapes qu'on peut connaître, qui a été dans l'ombre puis dans la lumière, qui a été dans du n'importe quoi par moment, faut le dire, à des choses qui ont du sens. Et aujourd'hui, on va essayer de débunker tout ça, de comprendre c'est quoi ton personnage. Samy Tolba, comment tu vas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Franchement, quel chroniqueur incroyable. T'as ta place à TPMP. J'ai oublié le chairman en personne. Tu connais ou pas? Bien sûr, je connais. La ref. J'ai la ref. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdulillah. Tu viens de Marrakech là? J'arrive de Marrakech, ouais. T'es arrivé? Ce matin, ouais. C'est bien passé? Alhamdoulilah, j'ai dormi 3 heures. T'as dormi 3 heures et J'ai attendu que ça décolle. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé, j'étais réveillé par on atterrit dans 10 minutes, veuillez attacher vos ceintures. Magnifique, j'ai rien vu passer. Magnifique. Franchement, les vols comme ça, c'est rare. C'est tous mes vols Paris-Marrakech, c'est ça, généralement. Alhamdulillah. Du coup, t'habites à Marrakech maintenant? J'habite à Marrakech, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait depuis le 1er mai. 1er mai. Ouais. Et là, on est On est le 14 septembre. le 24 septembre, c'est mon anniversaire. Ok. J'accepte les virements PayPal. Non, je rigole. Du coup, Marrakech, Paris. Ouais. T'es venu pour un événement? Je suis venu pour un client, je suis venu pour toi aussi. Ok, magnifique. Je suis venu pour ma mère, numéro 1 sur la liste. Et je suis venu pour. Tu veux que je fasse le Je suis venu pour ma carte d'identité aussi qui m'attend. Tu refais ta J'ai carte refait ma d'identité en carte France? d'identité que j'avais perdue. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ok. Samy, on va essayer de sortir des sentiers battus, de ouais, présente-toi, t'es qui, d'où tu viens, nanani, nanana, on s'en fout un peu. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je vais te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est possible d'être à 100% authentique sur les réseaux sociaux? Oui. Mais après, c'est toi qui mets le curseur de la transparence. Tu vois, tu peux être 100% authentique sans pour autant montrer tes enfants, par exemple. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je serais contre montrer mes enfants. Tu peux me définir l'authenticité? L'authenticité, c'est la capacité à être 100% toi-même en toutes circonstances, mais ça nécessite de se connaître, de bien se connaître. Mm. Donc, à partir du moment où tu ne te connais pas bien, tu peux pas être authentique. Mhm. Mais voilà, grosso modo, la définition, ma définition, c'est la capacité à être soi-même en toutes circonstances. Ça veut dire quoi être soi-même? Telle est la question. C'est quoi être soi-même? Et d'où la question de la connaissance de soi. Mhm. Tu vois? Donc, être pleinement soi, être pleinement dans ce qu'on connaît de soi, pouvoir s'assumer, tu vois. Tu as plusieurs facettes dans ton identité. Et je pense que si tu as bossé ton sujet, on va parler beaucoup d'identité. Donc tu vois, je te donne un exemple. Toi, tu es entrepreneur, tu es musulman, tu es marocain, tu es belge, tu es marié, Je suis fils de. tu es fils d'eux. Marié. T'as des enfants en route ou pas? Bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc bientôt tu seras papa. Donc tu vois, une identité c'est complexe, il y a plein d'éléments. Et puis à ça, on rajoute tous les adjectifs qualificatifs qui vont illustrer la personnalité, la manière de réfléchir, etc. Donc tu vois, une identité c'est complexe, tu peux pas la définir en une seule phrase. Et l'authenticité, c'est la capacité à pouvoir être toutes ces facettes-là. Encore une fois, c'est ma définition. En toutes circonstances. Alors bien sûr, tu vas pas être un père quand tu vas être avec tes clients, Mhm. tu vois. Mais tu m'as compris. Il y a ces facettes-là, tu vois, par exemple, un père authentique au travail, si son enfant l'appelle, il répond, tu vois. Peut-être qu'il y a des pères qui ne veulent pas montrer cette facette au travail, donc ils vont pas répondre à leur enfant quand ils les appellent. Tu vois Je vois. les nuances? Je vois C'est ce que comme tu ça veux dire. je le vois. T'as défini l'authenticité en disant que c'est être pleinement qui on est. Assumer en tout cas pleinement qui on est, c'est ça? En toutes circonstances. En toutes circonstances. Aujourd'hui, on est d'accord que quand tu te positionnes sur les réseaux sociaux, que tu te mets en avant avec un objectif. Ouais. C'est-à-dire, c'est se mettre en avant pour se mettre en avant. Il y a personne qui le fait. À part un influenceur lambda, tu sais, qui... Même l'influenceur, son objectif, c'est de faire des placements de produits derrière et Pas de gagner de l'argent. nécessairement. Regarde une Lena Situation. Quand elle a commencé, tu crois qu'elle voulait faire des placements de produits? Elle voulait juste partager son vécu sur YouTube. Mais son objectif, à un moment donné, c'est de créer une communauté. À un moment donné, mais pas quand elle a commencé. Quand elle a commencé, toi, tu penses qu'elle avait pas d'objectif, elle avait juste le kiff de parler d'elle. Je pense pas. C'est pas moi, je le pense pas moi-même. Je me fie à ses paroles. Je vais lui laisser le bon soupçon. En tout cas, quand elle décrit comment elle en est arrivée là, elle te dit que, genre à la base, elle voulait juste partager son quotidien sur YouTube. Ça a démarré dans un mois d'août, tu vois. Et elle a commencé à faire des vlogs de ses journées parce qu'elle s'ennuyait, elle partait pas en vacances. Voilà, c'est tu retrouves dans ses interviews, c'est ça qu'elle dit. Donc à mon avis, elle avait pas d'objectif particulier
placement de produit, business ou quoi que ce soit, tu vois. Juste, elle se sentait seule, elle voulait partager son vécu. Il y a Ok. plein d'influenceurs qui font ça. Néanmoins, quand t'es entrepreneur, oui, t'as un objectif. Ok. C'est intéressant. Moi, je trouve que même en tant qu'influenceur, quand tu te mets sur les réseaux sociaux, au début, comme tu le dis, même si ton objectif c'est pas de gagner de l'argent, t'as quand même un objectif. Ton objectif c'est de remplir peut-être un manque d'estime ou alors peut-être de remplir un manque de considération, un manque d'estime, un manque de reconnaissance, tu vois. Mhm. Donc même si c'est pas matériel, c'est un objectif un peu personnel de se mettre en avant. Je pense qu'il n'y a pas un fou qui se réveille un jour le matin et qui se dit tiens je vais me mettre sur les réseaux sociaux comme ça. J'ai pas d'objectif, juste je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Avec enfin quand quand tu te fixes un objectif, on est d'accord que ton objectif c'est de l'atteindre. Ton rôle, quand tu te lèves le matin, ce qui va te pousser, ce qui va te driver, c'est le fait de vouloir atteindre cet objectif. Ouais. D'accord. Pour atteindre cet objectif, tu dois adopter certaines stratégies. Dans ces stratégies, tu as besoin de mettre en avant certaines parts de ton identité et cacher d'autres parts de ton identité. Imaginons que tu as un objectif de t'es coach, tu as un objectif de parler de confiance en soi. On sait très bien, toi et moi, qu'il n'y a aucun être humain sur cette terre qui a confiance en soi à 100%. On est d'accord là-dessus. On a tous des parts où, à certains endroits, avec certaines personnes, à certains moments, on est en mode full confiance et on dégage cette confiance parce qu'on maîtrise les hacks de la confiance en soi. On a étudié le sujet, on a développé le sujet, on a certaines techniques, certains exercices qui nous permettent d'avoir confiance en soi. Mais dans d'autres endroits, avec d'autres personnes, avec d'autres contextes, on va être exactement la même personne sans cette confiance en soi. Aujourd'hui, pour un coach, j'en connais pas, qui parle de confiance en soi et qui, sur les réseaux sociaux, va commencer à dire bah moi aussi, en fait, j'ai pas très confiance en soi. Ou alors un coach qui va parler de procrastination, big up à Nabil, t'attends quoi? Qui va parler de procrastination, à aucun moment dans sa vie, il va mettre en avant le fait qu'il ne procrastine pas. Ce serait aller à l'encontre de cet objectif-là et ce serait ne pas l'atteindre. Quelle est la question? Est-ce que c'est possible d'être à 100% authentique sur les réseaux sociaux à partir du moment où on décide de se mettre dessus? Déjà, moi, j'ai pas la même expérience que toi. J'ai déjà croisé des coachs en développement personnel qui partagent leurs failles. J'ai déjà croisé pareil, tu vois, pas forcément sur le sujet de la confiance en soi, mais sur plein d'autres sujets, tu vois, qui traitent d'un sujet, eux, dans leurs accompagnements, et pourtant, ils te disent, ouais, moi-même, à des moments, c'est chaud, tu vois. Ils te le disent alors Ils le disent officiellement sur les réseaux sociaux. sur les réseaux ou en privé? Non, non, sur les réseaux sociaux. Vraiment, officiellement, j'en ai croisé déjà. Est-ce que tu as des exemples? J'ai pas de nom en tête, mais j'ai même pareil, j'ai croisé, je te donne un exemple, d'entrepreneurs. J'ai croisé des entrepreneurs qui vendent, tu vois, la liberté financière et qui ont assez comment dirais-je, de courage pour assumer que des fois, même financièrement pour eux, il y a des hauts, il y a des bas, tu vois. Et que la liberté financière, c'est pas nécessairement avoir de l'argent en continu. La liberté financière, c'est être en mesure de créer son propre revenu seul sans dépendre de quelqu'un. Donc, moi, j'ai déjà croisé des personnes qui ont cette authenticité-là. Est-ce que tout le monde le fait? Non, c'est une minorité, bien évidemment, tu vois. Donc, je pense vraiment, tu vois, pour aller sur le sujet de l'authenticité à 100%, en fait, je pense qu'on peut être authentique à 100%, mais comme je te disais, c'est toi qui décides où tu mets le curseur de la transparence. Et notamment, tu vois, je vais te donner un exemple en tant que musulman. Tu vois, sans parler de la thématique ou de la niche dans laquelle tu opères, tu vas pas, par exemple, parler de tes péchés. Mhm. Tu vois? Est-ce que c'est ne pas être authentique? Exactement. Est-ce que c'est ne pas être authentique? Je ne pense pas. Je pense juste que tu mets le curseur de la transparence où tu as envie de le mettre. Parce qu'il faut pas que ça te desserve non plus, tu vois. Moi, à tort, et je pense qu'on parlera du passé tout à l'heure, à tort, moi, je jouais le curseur de la transparence à 10 000%. Et ça m'a desservi à bien des égards, tu vois. Donc, je pense que tu peux être authentique à 100%. Moi, je m'efforce de l'être au quotidien et je pense que c'est aussi une lutte, tu vois, de pouvoir l'être au quotidien, de pouvoir assumer tous tes propos, de pouvoir assumer toutes tes prises de position, etc. Est-ce que aujourd'hui, je pense pas que je mets le curseur de la transparence à 100%. Je m'efforce de le faire aussi, mais pas à 100%. Il y a des trucs que je ne partage pas forcément, tu vois. Parce que c'est pas, ça regarde que moi. Il faut garder une part de vie privée. Je t'aurais pas dit ça il y a 2 ans. Tu m'aurais dit quoi il y a 2 ans? Il y a 2 ans, je t'aurais dit, ouais. Je le dis encore à certains de mes clients, s'ils ont le courage de le faire. Mais il y a 2 ans, je t'aurais dit, ouais, non, il faut que tu parles de quasi tout, tu vois, pour vraiment créer ce lien. Aujourd'hui, je peux le dire à certains de mes clients, je dis, voilà, c'est toi qui décides. Si tu partages cette partie de ta vie, tu pourrais créer quelque chose de positif, mais voici les versions négatives qu'il pourrait y avoir aussi. Tu vois, j'essaie d'avoir plus de recul, plus de tempérance, et ne pas être... Avant, j'étais très tranché, je sais pas si tu te souviens, j'avais beaucoup d'avis tranchés, clivants, etc. Ah, je me souviens, on débattait tous les jours. Tu vois le truc. Maintenant, je pense que c'est l'âge aussi, et La maturité. la maturité. Quand tu avances un peu, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin d'être aussi tranché, et que tout n'est pas noir ou blanc, en vérité. T'es un vrai politicien. Hein. Pourquoi? Parce que tu réponds à tout sauf à la question. La question, elle est, est-ce qu'on peut être à 100% authentique? Je t'ai dit, oui, c'est toi qui mets le curseur de la transparence où tu veux. Ça veut dire ne pas être authentique au final. Non, parce qu'il y a être authentique, c'est-à-dire ça peut s'assumer pleinement, mais tu peux garder une part de ta vie, ce que tu vis, et non pas ce que tu es. C'est calculé.
C'est-à-dire que Mais c'est pas ton identité. Ça fait pas partie de ça fait partie de ta vie, en général. Ton identité, tu peux l'assumer. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux l'assumer. Regarde. Euh, J'allais citer quelqu'un, mais j'ai pas envie parce que c'est peut-être privé. Mais tu vois, c'est peut-être privé. Mais en gros, tu vois, regarde, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux pleinement assumer ton identité sans pour autant dévoiler l'intégralité de ta vie privée. C'est ça que je suis en train de te dire. Ça fait pas toi quelqu'un pas authentique. Ça fait juste quelqu'un qui a le droit de garder son jardin secret. Mhm. Est-ce que tu caches qui tu es? Non. Mais tu peux garder ce que tu vis. C'est ça que je veux dire. mais tout à l'heure, tu disais que l'identité, c'est quelque chose de complexe. Et je te rejoins à 300% là-dedans. Parce que t'as tout et son contraire dans ton identité. C'est-à-dire que t'as une partie de toi qui est grave généreuse et t'as une partie de toi qui est également radine. T'as une partie de toi qui veut grave se montrer, t'as une partie de toi qui veut grave se préserver. Et donc, on a un peu cette schizophrénie selon certaines valeurs qu'on a et selon certains vécus, certaines expériences qu'on a. On a un peu tout et son contraire. On a le poison et l'antidote à l'intérieur de nous. Donc, l'identité, c'est quelque chose de complexe. Comment est-ce que tu peux aujourd'hui te mettre sur les réseaux en t'affirmant être à 100% authentique, si toi-même tu sais que les valeurs que tu prônes, à l'intérieur de toi, il y a une partie de toi, de ton identité, qui peut être en contradiction avec ces valeurs. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'avais un niveau de foi qui était normal. C'est-à-dire que je regardais des vidéos sur YouTube, certaines conférences, certains cours, j'allais dans les mosquées, etc. C'était pas waouh, mais voilà, il y avait une base, tu vois. Et donc à ce moment-là, mon identité, c'était que je suis musulman, je crois en un Dieu, tu vois. En faisant le travail sur la recherche et l'approfondissement de cette thématique qui est le développement personnel, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est comme un cancer. On a tous des cellules cancéreuses à l'intérieur de nous. Il faut qu'il y ait un événement qui se passe pour activer ces cellules cancéreuses pour qu'elles déclenchent un cancer. Ben, c'était pareil pour moi. C'est-à-dire que dans mon identité au plus profond de moi, il y avait ce doute que je faisais taire par le fait d'aller voir des cours, d'aller voir des conférences, etc. Quant au fait que, mais est-ce que Dieu existe ou pas? Et dans le développement personnel, ça a été l'événement qui a activé cette identité de moi, cette croyance que j'ai à l'intérieur de moi, qui est-ce que Dieu il existe ou pas? Et pendant un certain temps, je me suis réellement posé la question. Ça veut dire qu'il y a une identité, une part de Yacine, qui est à l'intérieur de moi, qui se posait cette question, qui était là. Et donc, c'est là où je te dis, t'as l'antidote et le poison au même endroit, à l'intérieur de toi. Et donc, à partir de ce moment-là, concernant cette identité, quelle identité est-ce que je vais mettre en avant? C'est-à-dire que moi, je vais choisir l'identité que j'ai envie de mettre en avant pour qu'elle colle à mes objectifs. C'est-à-dire, à aucun moment, je vais me dire, je vais mettre en avant l'identité de Yacine qui doute du fait qu'il y ait bien Dieu ou pas. Pourquoi? Ben parce que ce serait contre-productif par rapport au travail que je fais. Au travail actuel? Par rapport à l'entreprise que je développe. Muslim Impact? Muslim Impact. Ok, sauf que ce truc-là du doute que tu as pu avoir par rapport à l'existence d'Allah, tu l'as pas eu à l'époque où Muslim Impact existait? Non. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu as évolué dans ta foi. Tu as retrouvé. Allah, il t'a guidé. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a Muslim Impact. Donc t'exprimes aujourd'hui à travers tes réseaux sociaux et à travers ton projet. Parce qu'on parle beaucoup de l'identité sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout le projet avant tout. T'exprimes qui tu es pleinement avec la conscience que c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ce doute qui, en vérité, est propre à tous les humains. Et c'est Shaitan qui joue avec nous, tu vois. Bien sûr. C'est Shaitan qui a joué avec toi, je pense, à cette époque-là. 100%. Comme il joue avec les Joe Dispenza et compagnie, tu vois. Ouais. La glande spinale. Ah, merci. T'as compris le truc. Et voilà. Et je pense que non, pleinement, là, aujourd'hui, t'exprimes ton identité à travers ton projet et ton personal branding et que c'est pas choisi, c'est conscient. C'est la réalité. T'es musulman. Donc, t'es Muslim Impact. Tu vas avoir un impact. Donc, tu crées Muslim Impact. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce que tu veux dire. Et à l'époque, il n'y avait pas Muslim Impact. Ouais. En soi, je pense que ce que tu évoques là, du paradoxe que tous les humains connaissent entre leurs valeurs et leurs actes, je pense qu'il s'agit de le déclarer. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te donner un exemple hyper... Là, j'étais chez le barbeur hier. Je me suis épilé les poils du zen. Tu vois ou pas? J'ai fait une photo avec attends, il t'a fait ça avec cire et coton-tige là. Non, cire et coton-tige là. Tu vois, c'était un vrai barbeur. Un vrai bail, tu vois, un vrai barbeur. T'as vu? J'ai pris la photo et je me suis dit, est-ce que je partage ça sur les réseaux sociaux? Ouais. Pourquoi je me suis posé la question? Parce que je me suis dit, ouais, épilation, virilité, tout ça, comment ça va être perçu et tout. Et ça a duré une seconde dans mon esprit. Ça veut dire que t'as vu le paradoxe, genre, je suis en train de le faire. Ouais. Mais, la société, la construction sociale dans mon esprit, voilà, elle se dit que la virilité voudrait que, tu vois. J'ai publié. Moi, ça, c'est ma stratégie personnelle. C'est-à-dire que quand je sens que j'ai un doute, je publie. Parce que je veux être véridique, tu vois. Et, finalement, l'écart qu'il y a entre le fait d'être authentique et le fait de ne pas l'être, c'est la déclaration d'eux. Je l'ai fait.
Personne n'est venu me dire, ouais, t'es une meuf, tu t'épiles les sourcils, les sourcils, les poils du nez, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit juste de le faire. Et en vrai, je pense que c'est là qu'on va avoir ce truc-là du regard des gens qui va rentrer en jeu, en fait, finalement, et qui peut interférer avec l'authenticité. Il y a le regard des gens et il y a les objectifs aussi professionnels. Oui. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'en plus, toi, t'es expert en personal branding et t'as eu de l'expérience là-dedans. C'est-à-dire que t'as accompagné des personnes, donc ça veut dire que t'as touché plusieurs niches, t'as fait plusieurs tests dans ta vie concernant la création de contenu, etc. Selon toi, justement, tout à l'heure, tu parlais du curseur de la transparence. Le curseur, on doit le mettre à quel niveau? Est-ce qu'on doit être transparent à 100% et honnête à 100% et en gros, vraiment, que les gens lisent sur nous comme dans un livre ouvert? Ou alors, d'un point de vue stratégique ici, c'est plus pertinent de ne pas être transparent à 100% et d'en garder peut-être pour soi. Là, t'as opposé transparence et honnêteté. Chose que, pour moi, c'est pas antinomique. Tu peux refuser de montrer certaines choses sans pour autant être malhonnête. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà là, pour moi, il y a une problématique. La transparence. Regarde, tu parles d'objectifs. Est-ce que tu penses que ça sert à mes objectifs business de me montrer en train de me faire épiler les poils du nez à la cire? Franchement, dis la vérité. Comme ça, en étant pragmatique et... Moi, parce que j'ai la vision, je dirais oui. Pourquoi? Parce que c'est du contenu qui va peut-être être partagé et du coup ça va t'apporter une certaine visibilité. Les gens vont s'attacher à toi, à ta personnalité et donc potentiellement demain quand ils voudront travailler sur leur personal branding, ils penseront peut-être à toi parce que t'as créé une émotion. Eh ben tu vois, t'as totalement raison. Maintenant la question se pose, est-ce que c'était ma nia au moment de le partager? C'est ça en fait. Et ça, on peut pas le savoir. C'est pour ça que je t'ai dit Léna Situation, elle le dit, je lui laisse le bon soupçon. Elle dit qu'elle a commencé parce qu'elle s'ennuyait. C'est quoi la NIA alors? Quelle intention je mets derrière le fait de partager ça? Moi, quelle intention j'avais? Là aujourd'hui, je te l'ai dit là juste avant. L'intention que j'avais, De challenger. c'était de challenger ce doute que j'ai eu en moi de est-ce que je partage ça ou pas, tu vois. C'était ma seule intention. Après vient la réflexion de me dire, en vrai, c'est pas un personnage, je suis vraiment comme ça. Genre, je suis authentique comme gars, j'aime bien, quitte des fois à ce qu'on se foute de moi, tu vois, ça fait partie de moi, je le fais. Et après, je me suis dit, en plus de ça, comme c'est marrant, les gens ils vont partager. Là, la story a fait, on va dire, des vues au-delà de la moyenne de ce que je fais d'habitude. Donc, finalement, c'est pas j'avais l'intention de le faire pour avoir ce résultat-là, mais du fait que je l'ai fait, l'alignement, ça se ressent à travers l'écran. Quand t'es aligné avec ce que tu fais, ça se ressent, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, Muslim Impact, c'est l'un des projets qui a fonctionné le mieux pour toi, parce que t'es 100% aligné avec ce que tu fais. Contrairement à d'autres projets, on avait parlé du dropshipping à l'époque, tu te rappelles, où tu savais pas que c'était contraire à nos valeurs et que c'était haram, tu vois. Et donc, potentiellement, t'as senti que ça a bloqué. Moi, je peux donner mon exemple personnel. J'ai fait du trading à un moment donné. Je gagnais, je perdais le double. J'avais les poches trouées, de ouf. Il m'arrivait que des galères. Tu te rappelles quand j'avais la dent cassée? C'est arrivé un jour où j'allais à un séminaire sur le trading. Incroyable. Tu C'est vois, vrai, tu me l'avais dit en plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu me l'avais dit. Un séminaire sur le MLM. Dans le métro, c'est ça? Dans le métro. Ouais, dans le métro. Ouais. Ah bah si. Tu vois, donc, il y a des signes qui trompent pas. Et quand t'es aligné, subhanallah, c'est ni chaîne. Y a pas Tout droit chauffeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va parler de toi, hein. T'es rentré dans le sujet, t'es rentré dans le MLM, t'es rentré dans le trading, t'es rentré dans les poches trouées. C'est quoi J'irai business chez vous? Parle-nous de J'irai business chez vous. C'est quoi? C'est qui? C'est comment? À quel moment t'as cette idée de créer ça? Faut être fou. Dis-moi, dis-nous tout. Ça arrivait à quel moment de ta vie déjà? Covid, au déconfinement, je décide de me lancer un challenge et d'offrir mes compétences gratuitement contre le gîte et le couvert. Ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi j'ai fait ça? J'étais entrepreneur depuis 2 ans, à peu près, tu vois. On était en 2019-2020, avant que le confinement tombe. Et j'avais galéré, hein. De 2016 je me suis lancé en fin 2016. De fin 2016 à fin 2018, 0 euros. T'as fait quoi comme business? J'avais un blog sur le développement personnel. Okay. Tu vois, j'aimais bien, j'écrivais des articles sur confiance en soi, productivité, organisation, etc. Lecture rapide. Niché muslim ou pas du tout? Pas du tout. 0. D'ailleurs, à l'époque, j'avais peur parce que je suis un arabe, on ne me valide pas et on consomme pas mon contenu, du coup j'avais caché mon visage et tout, j'étais incognito. Ouais, je me faisais appeler le Mexicain, bref, c'est une anecdote pour plus tard. et du coup je me rasais et j'avais juste la moustache. Bref, un délire, j'étais dans un délire. Énigmatique. Pas authentique. Bref, pendant 2 ans, pas d'oseille. Puis, mais par contre, beaucoup de followers. Je me dis, ah tiens, j'ai des followers et tout, je savais pas que ça peut se monétiser, je vais tenter. Bim, community management. Mon business, il explose. Je signe grave des clients, etc. Ça marche bien, alhamdoulilah. Donc tu proposais des services en community management. Voilà. À l'époque, déjà, j'automatise la majorité de mon... Jarvi? Non, même pas. Je batchais mon contenu. Le lundi, le mardi de chaque début de mois. Je faisais tout le contenu du mois pour tous mes clients.
Et après, programmation et salam alaikum. Je vivais ma meilleure vie d'entrepreneur à faire des stories à la salle, à avoir mon ordi en terrasse, etc. T'as capté? Tu générais combien à ce moment-là? Je suis monté jusqu'à 6500 de CA mensuels récurrents. Et en moyenne? Ça, c'est le max? En moyenne, je faisais entre 3 et 4. Entre 3 et 4. Tu vois. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 4 mois. Ok. Tu vois. C'est que je me situe, c'est à quel moment? C'est fin 2019. Fin 2019. En fait, ça arrivait. Juste avant le Covid. Ça arrivait entre septembre et décembre 2019. Mhm. Tu vois. Arrive le Covid, confinement. Tous mes contrats sont gelés. Je passe de 6000 au RSA. Et encore, je sais pas les RSA, je passe de 6000 à 0 pour être honnête. Tu vois. Et ce qui se passe, c'est que de toute façon, ça me saoulait. Je t'avoue, ça me saoulait un peu ce que je faisais. Je travaillais qu'avec des gens de la fintech, de la finance, conseiller en gestion de patrimoine, assureur, etc. Donc déjà, j'étais même pas là aujourd'hui. Je le regarde avec le prisme de la religion. J'étais pas aligné avec mes valeurs actuelles, mais à l'époque, je calculais pas. Tu vois, je faisais même pas l'effort de recherche. Et en même temps, je me dis voilà, c'est alhamdoulilah, tu vois, ça arrivait à ce moment-là. Petite dépression de 15 jours comme la plupart des gens à ce moment du confinement où tu remets tout en question, waouh, on va rester enfermé combien de temps, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je me dis ok, j'aime pas ce que je fais. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux créer du contenu. À l'époque, je créais déjà un petit peu de contenu, mais sans plus. Je faisais pas beaucoup de personal branding, tu vois ce que je veux dire? J'en faisais, mais j'étais pas à 100% dans le truc. Et je me dis, vas-y, j'ai jamais voyagé, je suis encore chez ma mère. Il serait temps que je me casse. Donc, déconfinement. Juste avant le déconfinement. T'avais quel âge? À l'époque, j'avais 27 ans. 26, 27 ans. Ok. Je lance comment ça a démarré Gérer Business chez vous? Je fais un sondage sur Instagram où je dis, j'ai envie de lancer un concept. C'est comme Gérer dormir chez vous, mais pour les entrepreneurs. Qui est chaud? Tu me réponds. Et un autre gars qui s'appelle Benjamin me répond. 2 personnes. Il me dit, vas-y, bismillah, j'y vais. Benjamin Permacamadio. Exactement. Benjamin de Permacabadjo. Big up, c'est un Big frère. up. Franchement, Permaculture. une crème. Machallah. Il fait de belles choses pour l'Afrique. J'ai ces 2 réponses-là. Je me dis, vas-y, let's go. Je prends un sac à dos. Je prends une caméra. Je prends un ordinateur. Je me dis, je vais monter une chaîne YouTube de ce truc-là. Et je vais faire que des vidéos en allant chez les gens. Je savais ni monter de vidéos, ni me servir de la caméra. Je dis, on verra. Pause. Toi, t'es arrivé, tu t'es dit, c'est la hesse, il y a pas d'argent, les contrats, ils sont tous gelés, il y a plus de perspective d'avenir. Je vais aller gratter chez les gens leur logement et leur nourriture. Et en contrepartie, je fais du troc, en gros, de compétences. Je vends mes compétences contre... T'as utilisé un très bon terme, gratter chez les gens. Regarde, je vais te dire, là, tu vois, on joue l'authenticité et la transparence à 100%. À cette époque, je viens de passer. Bon, je vivais déjà chez ma mère, mais tu vois, avant le confinement, je sortais à droite, à gauche, etc. Je faisais mes journées dehors, etc. Donc, j'étais pas trop chez moi. Mais là, je viens de passer plus de 2 mois et demi, je crois, c'était ça, chez ma mère. Avec ma mère. Dans un 2 pièces à Paris. Tu vois. Franchement, Il y avait que toi et elle. que éléments. Ouais. Ça devenait tendu un peu, tu vois. Ça y est, genre, c'est difficile. Surtout, tu taffes pas, je taffe t'as pas. pas t'as pas de revenus, J'ai tu pas fais de n'importe revenus, quoi je de ta vie, t'as pas fait des études. Je sors pour Bédave, tu vois, genre, Ouais. je me fais des attestations pour aller fumer des joints. Enfin, tu vois le truc ou pas? Et Ne faites pas ça, les gars. ne faites pas ça à la maison. Attention. Donc, ça devenait tendu et je me dis, il faut absolument que je parte là, j'ai jamais voyagé, faut que je respire, faut que j'aille autre part. Donc, je fais ce truc-là, tu vois. Et je me dis, quel est le meilleur moyen de le faire? À ce moment-là, j'ai pas pensé gérer business chez vous en ce sens. Mais, je me dis, c'est un bête de compromis. Mm. Je vais être chez les gens et je vais faire ce troc de compétences versus tu m'offres un lit et à manger. Tu vois? Voilà. Je sais pas, ça répond à la question que tu... Ça veut dire, en gros, t'as pris cette situation qui était compliquée, tu l'as transformée en opportunité. Voilà, exactement. Bon, t'as tout dit. Et d'où ça vient, ça? Ce mindset, justement, de transformer le plomb en or. Ah, frérot, c'est l'éducation, je pense. C'est la débrouille, tu vois. genre. L'éducation de tes parents? Non. Ah. L'auto-éducation, je pense. C'est quoi l'auto-éducation? J'aime bien, je rentre dans les détails. J'aime bien parce que je parle pas de ça à tout le monde. Donc c'est cool. Faut Alhamdoulilah. le donner, faut le dire. Alhamdoulilah. J'ai jamais T'es dit en confiance. Je suis Ouais, content. bien sûr, j'assume. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, tu vois, ma mère, c'est une grande femme, qui a beaucoup supporté dans sa vie. Donc je suis fils unique d'une mère célibataire. Elle m'a élevé seule. Tu vois, genre très rapidement, j'ai dû devenir autonome parce qu'il fallait qu'elle remplisse le frigo. Donc elle allait travailler. Moi, je sais pas, à 6 ans, j'allais à l'école tout seul, je revenais tout seul. Tu vois, genre, alhamdoulilah, j'étais à côté dans un quartier qui était pas, tu vois, ça va. J'étais pas non plus livré à moi-même chez les requins, quoi. Et donc ma mère, très caractère un peu dur, tu vois, parce qu'elle a dû faire le rôle de l'homme, du père et de la mère en même temps. Et elle, tu vois, la distraction, le truc, ça n'existe pas en fait. Tu vois, donc pas forcément très heureuse tout le temps, etc. Tu vois, c'était pas la fête à la maison. Elle est à la perf, elle.
T'as dit quoi? C'est la perf, la performance. C'est la perf et c'est la vie, c'est dur, tu vois, il y a c'est beaucoup ce mindset chez les Maghrébins en général, Ouf. tu vois, mais Ouf. la vie c'est dur, faut gagner sa vie, tu vois, et faut que tu fasses des études longues, sinon t'auras pas un bon cadre de vie, tu vois, c'était ça. Mm. Sauf que moi, malheureusement, j'étais un cancre à l'école. Donc, rapidement, quand je suis arrivé collège, lycée, nos rapports, ils se sont dégradés à cause de ça, parce que tu vois, forcément, t'es une déception pour tes parents, etc., c'est dur. Et moi, je me suis du coup construit en opposition à ce mindset-là de la vie c'est dur, faut souffrir, etc. Tu vois. Je me dis non, moi, c'est mort. C'est archi mort. Pourquoi je vais souffrir? Pourquoi je vais m'enfermer dans un truc, etc. Et donc, dès le départ, moi, comme déjà, alhamdoulilah, ça m'a donné l'autonomie d'avoir un cadre de vie comme celui-ci à la base déjà. Et puis en plus de ça, je suis devenu genre rapidement, je suis devenu un peu rebelle dans mon esprit. Genre, je me dis non, c'est mort. La société, elle va pas m'enfermer dans un truc. Donc ça m'a obligé à rentrer dans ce truc-là. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu un alchimiste et que j'ai transformé le plomb en or? C'est que j'étais un cancre à l'école, il a fallu que j'improvise. J'ai quitté le lycée sans bac, donc premier truc que j'ai fait, je me dis ok, faut que je bosse. Je suis allé travailler chez McDo. Chez McDo, j'ai aimé la restauration, je me dis vas-y, c'est quoi la continuité? Ok, bim, je vais aller faire une école, un CAP cuisine. CAP cuisine, je déteste. Ok, comment je fais pour rebondir? Vas-y, je vais devenir serveur, je suis toujours dans la restauration. Je deviens serveur. Serveur, ça se passe bien, etc. Je kiffe, parce que rapport aux clients et tout, je me suis découvert un goût pour la vente. C'était sympa. Mais à un moment donné, je me dis ok, c'est mal payé, je travaille trop, comment je fais? Donc tu vois, ça te met dans des postures où tu es obligé de chercher des solutions tout le temps pour pouvoir maintenir ce truc, aller chercher plus, etc. Je pense que ça fait aussi partie de moi ce truc de toujours essayer d'aller plus loin et plus fort. Donc je repère à un moment, donc les gars du quartier ils parlent d'un taf dans le ferroviaire qui paye hyper bien, machin, etc. Mais il faut juste le permis de conduire. Donc je passe mon permis de conduire avec beaucoup de difficultés, mais je l'ai. Dès que je l'ai, je vais postuler dans la boîte en question. Grâce à un grand du quartier qui lui était déjà en place un petit peu. Je lui envoie mon mail, il me fait passer les entretiens, tac tac, ça passe. Bim, j'ai le job. Là-bas, donc effectivement, travail très rémunérateur, tu travailles très peu, tu es très bien payé. Néanmoins, je me rends compte à ce moment-là que je suis ce qu'est vraiment le salariat et le manque de liberté. C'est vraiment dans ce travail-là. Avant, tu vois, dans la restauration, on va pas se mentir, c'est différent. Parce que tu gagnes ta vie, t'as de l'argent et tu te rends compte qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Et t'es... Cet argent-là, il n'a pas de valeur. Alors, je sais pas s'il a pas de valeur, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je me suis rendu compte que j'étais le dernier maillon d'une chaîne très longue dont ceux qui sont au sommet touchaient énormément d'argent. Et je me suis dit, en fait, moi, je suis là. Donc, je gagnais bien ma vie. J'étais entre 3 et 4 balles tous les mois, tu vois. Allez, le minimum, j'étais à 2 balles 5. 2 balles 5 quand je bougeais pas de Paris. Et la majorité du temps, j'étais en dehors de Paris. Je travaillais de nuit, donc j'avais des primes de fou, tu vois. J'ai déjà, mon plus gros mois, j'étais à 4003, tu vois. Je fais ce taf-là pendant 3 mois. Au bout du 3e mois, je me dis, ok, ça, cette vie-là, j'en veux pas. Je me dis, il faut que je commence à m'enseigner. Et à l'époque, c'était les formations sur le dropshipping. Donc là, on est mi-2016. Okay. Tu vois, septembre 2016. Je commence à m'intéresser, je tombe sur un gars qui s'appelle Sébastien Cerise à l'époque. Sébastien Knight. Non, Sébastien Cerise. Non. Sûr à 100%. Je me fais avoir. Donc, le début de tout, je tape comment devenir riche sur Internet. On l'a tous fait, celle-là. Sur Google, je tape comment devenir riche, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Et du coup, tac, de fil en aiguille, je me fais target par des pubs, machin, je tombe sur des formations, je tombe sur Sébastien Cerise, qui un jour, dans sa pub, on a fait 1 million en 24 heures. Moi, je suis con, j'ai 21 ans, je dis, let's go, je vais faire 1 million peut-être pas en 24 heures, mais en une semaine, ça se trouve, je vais les faire. J'y vais. J'achète la formation, 1800 euros, je me rappelle. Comme je gagnais même ma vie, je les ai pas sentis. Et franchement, j'ai tenu une semaine. En fait, dans la publicité, ils avaient vendu que tout était automatisable. Et un jour, genre, je commence à me poser des questions. Je dis, tu vois, je mets en place la formation. Je dis, ouais, comment on automatise maintenant? Je mets ça dans le groupe Facebook. Ils me disent, ouais, c'est pas automatisable. C'est juste que tu peux. Enfin, tu vois, ils commencent à me sortir un truc alambiqué, tout ça. Je dis, ah, c'est pas automatisable. Salam alaikum. J'ai les 1800 euros, je les ai laissés. J'ai quitté cette formation. Et de fil en aiguille, formation sur le blogging avec Saïd Amzil. Big up au frère. J'étais avec lui la semaine dernière. C'est vraiment. Ah, j'ai vu, il a fait un podcast, c'est toi? Non, il est client chez nous. Parce que faut le dire. On en reparle. J'ai un studio podcast. Un studio podcast. Non, le truc, il est décousu. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent les informations, c'est pas au début ou à la fin, comme chez tout le monde. Il faut de la chronologie, suivre. frère. Faut suivre. Ok. Donc, j'irai bien chez vous, c'est fini là. Hein? Non, t'inquiète, on va revenir. Mais juste là, on ouvre un arc. Podlab. Du coup, un studio podcast sur Marrakech. Et du coup, les personnes qui habitent à Marrakech, s'ils veulent un studio podcast, ils peuvent venir vers toi. À Marrakech, à Paris, à Bruxelles, ils peuvent venir. Prendre un avion. On a différents. Je vois trop petit, moi. On a différents modes de fonctionnement. J'ai trop de barrières. Saïd, il habite à Tanger. Khalid, il habite à Rabat. Il est venu aussi. Podlab. Et là, on est à Podspace. T'es chez la concu, là? Il n'y a pas de concu. Chacun son risque. Punchline. Ça va finir en réel. Chacun son risque. C'est la vérité. Ça va être le titre de la vidéo YouTube. Il n'y a pas de concu, chacun son risque. Let's go. Revenons à, du coup,
J'irai business chez vous. J'en suis où? Ferroviaire, Voilà, blogging, Saïd Amzil. ça aide à me dire. Je fais mon truc, je commence le blog en développement personnel dont je te parle. Ça marche pas. Community manager, confinement, déconfinement, j'irai business chez vous. Je lance mon truc. Tu me réponds et Benjamin me répond. Comment tu fais pour passer d'un Samy qui est passé de 0 à 6K par mois avec le community management, et puis du Samy qui est passé du 6K au 0, et puis du Samy qui est passé du 0 à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu gagnes combien par mois? Là, actuellement, Je vais avoir je une viens, crampe. je viens de passer à 8. 8. Donc, tu es revenu à 8. Ouais. Ça, c'est en dehors du podcast, etc. Je avec tes parle, je business. parle vraiment de mon personal branding. De juste le personal Ouais. branding. Comment tu arrives à remonter quand tu es en bas? Tu vois? Comment tu arrives à être un phénix qui arrive tout le temps à se ressusciter, dans l'image bien évidemment, hein, se ressusciter après des moments de dure galère? Comment c'est faisable? Je sais pas comment c'est faisable. Je pense que c'est, comme tu as dit tout à l'heure, tu as utilisé le bon mot, c'est un mindset. C'est ce qui met du sens aussi. Tu vois? Mm. Dans chaque épreuve, il y a une facilité. Et la vérité, c'est que chaque fois que tu vis quelque chose de difficile, Allah, il te laisse pas tomber si tu continues d'avoir la foi et de patienter et tu vois, tu fais tes doigts. Je pense que c'est ça, il est là le sens aussi. Moi, à l'époque, tu vois, quand tout ce que j'ai fait là, j'avais pas la foi que j'ai aujourd'hui, j'avais pas la religion telle que je l'ai aujourd'hui. Mais je pense que le sens, il était là aussi. C'est-à-dire que dès que j'avais une épreuve, petit moment de down, ok, c'est super, comme tout le monde en vérité. Mais après, le truc, c'est que t'as pas de. Enfin, est-ce qu'on a le choix en vérité? Est-ce qu'on a le choix? Il y a des gens, on dirait, ils ont le choix. Les gens, ils ont le choix. Hein. Ils Les ont gens, le ils ont choix. le choix de ouf. Et les gens, ils ont le choix de ouf. Et la facilité. Tu travailles, tu vas travailler, tu as ton petit salaire. T'es 1800, 2000 euros par mois. Certes, t'es pas le plus heureux. Certes, tu survis, mais c'est moins douloureux. C'est moins douloureux que de développer un business et de tout perdre. T'en penses quoi de ça? Qu'est-ce qui est le plus douloureux pour toi? Entre vivre une vie dans laquelle tu sais que pendant 40 ans, tu as exactement C'est ça. le même rythme de C'est vie. ça, c'est ça. C'est ça. Sans hésiter, même pas besoin de comparaison, Eh c'est ben, ça. il y a des personnes, pour eux, ça, c'est moins douloureux. Et je pense que c'est là où on différencie un entrepreneur qui va jusqu'au bout de ce qu'il fait et un entrepreneur qui s'arrête au premier échec. C'est que pour l'entrepreneur qui va jusqu'au bout de ce qu'il fait, c'est plus douloureux pour lui de revenir dans un schéma qui lui convient pas du tout ou de rentrer dans un schéma qui lui convient pas du tout, à savoir le salariat. Ça, c'est plus douloureux que de simplement, on va dire, reprendre tout depuis le départ. C'est plus douloureux ou c'est plus flippant? Je pense qu'il y a vraiment une notion de douleur. Hein. Je pense. Moi, je pense qu'ils ont peur. Parce qu'en vrai, oui, c'est douloureux, mais comment dire? En fait, ouais, les deux sont douloureux, juste ils ont choisi leur douleur. Et Exactement. ils sont habitués à l'autre douleur. Donc ils restent dans cette douleur-là. Mais je pense surtout que ça fait peur de sortir de ce contexte-là et d'aller chercher autre chose, etc. Et c'est normal d'avoir peur. Mm. Bien sûr. Ouais. C'est normal d'avoir peur. Mais là, je viens d'avoir une illumination, là, en plein podcast, en plein direct. Parce que je me suis toujours posé la question, hein. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur fonctionne et un autre entrepreneur ne fonctionne pas? C'est quoi? Moi, j'essaie d'avoir vu que j'accompagne des entrepreneurs, des personnes qui veulent se lancer, je les vois, tu vois, dans nos clients. Il y a des personnes qui réussissent rapidement et des personnes qui galèrent pendant des mois et des mois et des mois et à la fin, peut-être qu'ils font rien. Et je me pose la question, tu vois, je me dis, mais comment ça se fait qu'un tel, qui est peut-être moins compétent, qui a peut-être moins de connaissances, qui a peut-être moins de savoir ou moins de valeur à apporter, elle réussit, et que cette personne-là, qui est remplie de valeur, qui peut apporter vraiment énormément de choses à travers une entreprise, va pas jusqu'au bout. Et en fait, là, je viens d'avoir l'illumination que, de ce que je vois, le dénominateur commun, c'est que cette personne-là qui va pas jusqu'au bout, c'est plus douloureux pour elle d'affronter l'immédiat qui est l'incertitude, et ça fait peur aussi, qui est l'incertitude, la sortie de zone de confort, les galères qui vont arriver, etc. C'est plus douloureux pour elle d'affronter ça à l'immédiat que de retourner dans un schéma classique qui est le salariat et en fait dans lequel on va poser la douleur à dans 40 ans, 50 ans, quand tu seras arrivé en retraite, que tu seras sur ton lit de mort et que tu te diras qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah, j'ai rien fait. Et là, la douleur, elle va arriver. Et en fait, les entrepreneurs qui réussissent, les entrepreneurs qui sont, en mon sens, qui ont cette vision-là, de savoir que dans tous les cas, dans ta vie, tu vas devoir passer et expérimenter une douleur, c'est est-ce que tu l'expérimentes tout de suite ou est-ce que tu l'expérimentes plus tard? Et les entrepreneurs qui réussissent, c'est des personnes qui ont compris que pour réussir, il fallait que j'expérimente la douleur tout de suite, plutôt que plus tard. C'est une dinguerie. T'en penses quoi, toi? Ouais, certainement. Certainement vrai. Je pense que c'est probablement plus complexe que ça, comme la plupart des réponses aux questions. Mais il y a une grosse part de vérité dans ce que tu viens de dire, c'est sûr. Bah, de toute façon, comment dirais-je? Tu vois, c'est comme si tu prends l'exemple de la discipline, c'est un peu la même chose. C'est est-ce que tu es prêt à souffrir maintenant et à délayer le plaisir à plus tard, ou est-ce que tu préfères le plaisir maintenant
et souffrir plus tard de ce plaisir que t'as consommé dans l'immédiat, tu vois. C'est la même chose. Donc ouais, je pense que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et la société, ce qu'il y a, c'est qu'elle nous habitue à quoi? À la dopamine du plaisir immédiat. La gratification instantanée. Exactement. Et c'est là où il faut se délier de ça. Mais c'est super intéressant. Je sais pas comment on a fait pour en arriver là, Aucune idée. mais c'est que ça devait sortir et c'est que ça va aider quelqu'un parmi les personnes qui vont nous écouter. Bismillah. J'irai business chez vous, t'es venu chez moi. Ouais. Tu m'as carotte. J'étais une de tes victimes. Franchement, C'était vraiment trop bien. un accueil incroyable. Un accueil à la marocaine. J'ai découvert l'accueil à la marocaine. Ah ouais? Ouais, parce que souvent on me dit ouais les Marocains ils sont accueillants. C'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Et vraiment j'ai été hyper bien accueilli. T'es celui chez qui je suis resté le plus long. T'es le deuxième chez qui je suis resté le À plus la base, tu devais rester 3 jours. Si je me long. Ouais, souviens bien. genre moi mon délire c'était en gros je me dis je reste entre 3 et 5 jours. Ouais. Grand maximum, le temps de poser les choses, de Ouais. structurer entre guillemets l'accompagnement. C'était pas vraiment un accompagnement, moi j'appelais pas ça comme ça à l'époque. Là, c'est du consulting. Ouais voilà. Genre je donnais mes conseils, c'était un peu en plus avec toi c'était vraiment un fourre-tout, tu vois. Il y avait de l'organisation, il y avait De ouf. il y avait de tout. Les réseaux Tu sais que j'ai sociaux. encore le storyboard qu'on a fait? C'est vrai? Ouais. Tu t'en es jamais servi. Je me suis jamais servi. Tu comptes t'en servir un jour? Je pense qu'un jour, je vais le sortir. Inch'Allah. Là, j'ai refait une vidéo storytelling Uh-huh. qui va sortir là bientôt sur YouTube. J'ai refait un storyboard et en faisant ce travail, le travail qu'on a fait ensemble en 2017, il m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai repris exactement la même trame. Excellent. Ça fait plaisir. Comme quoi, La boucle est bouclée. la boucle est bouclée. Incroyable. Et du coup, t'as fait Bruxelles, moi. Mhm. Ensuite, t'as fait Benjamin, Lyon. Lyon. Et ensuite, t'as fait un autre gars, il me semble. Ouais, j'ai fait un mec à Annemasse, À Annemasse, c'est près de la Suisse, frontière suisse. frontière suisse, ouais. Frontière suisse. Qui s'appelle Jordan Girbon. Gros big up. Depuis, il a percé de fou sur Ah les ouais réseaux sociaux, sur TikTok. C'est devenu le frontalier. C'est Il dingue. s'appelle le point frontalier sur TikTok. Allez voir ce qu'il fait quand si vous voulez décrocher un job en Suisse et que vous habitez pas loin, etc. Il fait C'est des une dinguerie parce gros, que gros conseils financiers et tout. toi, quand t'es parti le voir, le gars, il était au plus bas. Enfin, et quand je dis il était au plus bas, ça veut dire Il avait pas d'identité. il avait pas d'identité. Et Ouais, lui, son d'un point truc, de vue c'était le personnel. dropshipping. Ouais. Finalement, je me rappelle, tu sais, avec lui, je me prenais grave la tête. Il Plus que moi, rendait ouf. plus qu'avec moi. Mais avec toi, on se prenait pas la tête, on rigolait, tu vois. On se c'était- débattait beaucoup. On se débat... Ouais, mais c'était pas ça. Ouais. Lui, on se prenait la tête. Il me rendait paro, je te jure. Je faisais que de m'embrouiller avec lui. Incroyable. Mais c'était une bête d'expérience, je te jure. Ça veut dire que tu t'embrouilles genre en mode hard avec lui ou c'est toujours dans la On s'embrouillait, convivialité? on s'embrouillait de ouf. Ah ouais? On s'embrouillait de Et ouf. tu dormais le soir même Et chez le lui? soir, je dormais chez lui, tu vois. On se prenait grave la tête. T'as craqué le code. Mais c'était toi. un bon gars. Franchement, c'était un très très bon gars. Et en gros, lui là, lui c'était un fou. Je vous jure, wallah, c'était un fou. Il était complètement ouf. Et en gros, lui, il voulait faire du dropshipping. Et il avait choisi un objet, j'allais pas dire objet gagnant, objet perdant de fou. C'est quoi? C'est quoi? C'était un ramasse-crotte pour chien. Un ramasse-crotte pour. Dans la logique, j'aurais dit aussi, il y a du Il y potentiel. a du potentiel. Mais Ouais. ça, on se prenait la tête de ouf. Et genre, moi c'était communication sur le fondateur et pas sur le. À l'époque, je savais pas que ça s'appelait personal branding. Attention, tu vois. Ok. Mais genre, j'étais en mode communication sur le fondateur. Et il me rendait ouf avec son nom. On n'arrivait pas à se truquer. Mais le troisième, c'était lui, effectivement. Le quatrième, ça a été la famille, j'ai oublié leur nom de famille, Abdé et Samir. Ah, Abdeflo. Abdeflo. Et Elle Samir. est jamais sortie cette vidéo d'ailleurs. Il y a aucune vidéo qui est sortie. Ouais, la tienne est sortie. mienne, elle est La tienne est sortie. Celle de Benjamin aussi elle est sortie. Et celle avec lui, là, le gars, Jordan, elle est sortie, je l'ai vue. Ah oui, c'est vrai, il y en a trois qui sont sortis. Ah ouais, je l'ai vue. Subhanallah. Et après, je voulais les revoir, mais tu les as supprimés. Ouais, je les Encore ai- les rushs? J'ai tout, les rushs. Mais non. Tout. Sérieux. 100 heures de compte. Oh là 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 là. Frère, franchement, Un jour, ça rien que pour sortira. le kiff, j'aimerais juste que tu me l'envoies. Mais tu sais que ta vidéo est encore, elle est montée et tout, je l'ai sur un disque dur. Je sais, parce qu'elle est sortie sur YouTube. Ouais, clairement. Mais tu vois, sur YouTube, je les ai pas archivés, je les ai supprimés. Tu les as supprimés. Ouais, hein. supprimés. Mais j'ai la. Faudrait que tu me fasses un Swiss transfert. Ouais, tu ouais, connais ok. le Swiss transfert? Ouais, je connais. Ouais. Le concurrent du e-transfert. Ils sont plus efficaces, je crois. Ils sont plus rapides et tu peux transférer des trucs plus volumineux. Ok. Des fichiers plus Placement volumineux. de produit, donc on est sponsorisé par Swiss transfert. Transfert. Il y a la barre elle est en bio, il y a 50% avec le code. Non, je rigole. Avec le code Muslim. Samy. Ouais. Levée de fonds. Direct comme ça C'est On a fini Jérémy chez vous encore Parce que tu sais, j'en ai fait pendant. Le gars, il nous a dit on a 1 heure. En plus, on est samedi, il est pas censé travailler. Ok. Levée de fond, vas-y, là. Bullshit ou pas? Moi, personnellement, c'est du bullshit, mais à la mort. Ça dépend ta stratégie. Dans les startups, je parle. Hein. Ça dépend ta stratégie. C'est-à-dire que pour moi, je te laisserai Vas-y. contre-argumenter. Pour moi, Ça dépend ta stratégie. le gars, il est bloqué. Le disque, il est rayé. Vas-y. Pour moi, Je dirais. pour moi la levée de fonds, c'est le MLM à l'envers. Pourquoi Dans le MLM, multi-level marketing, c'est les petits qui donnent de l'argent aux grands. Et du coup, c'est du vide, mais ça se construit comme ça parce qu'il y a de l'argent qui tourne. Entre des petits qui veulent rentrer, qui veulent faire partie de cette élite-là, mais au final, qui font qu'enrichir ceux qui sont tout au-dessus, et donc l'argent, il passe du bas au haut. Et pour moi, mais il n'y a aucune valeur qui est créée. Et pour moi, la startup, c'est l'inverse. Pour moi, la startup, c'est tu viens avec une vision, tu viens avec une idée, même si tu as peut-être 10% de chance pour que ça fonctionne. Juste, tu viens avec la vision, tu viens avec l'idée,
Tu viens, tu titilles un peu des investisseurs, tu leur fais miroiter des choses, etc. Ils vont distribuer des millions et donc là, le schéma il est inversé. Hein. C'est ceux qui ont de l'argent qui donnent l'argent à ceux qui n'ont pas d'argent. Mais derrière, il n'y a jamais de valeur qui est créée parce que dans le monde de la startup, les ambitions elles sont tellement grandes, on a tellement envie de créer des choses incroyables et on a tellement décorrélé de la réalité du marché que je crois 90% des startups Elle crache. elles crachent. Pour moi, c'est pas bullshit. Encore une fois, vraiment, sans faire de vanne, ça dépend de la stratégie. Sur le sujet que tu viens d'évoquer, 90% des startups crashent, oui, comme 90% des autres entreprises, tu vois. La majorité d'entreprises, après 3 ans, elles Mais n'existent plus. les auto-entreprises, enfin, Je te parle même elles pas vont des pas aller autos. chercher autant d'argent que les Je te startups. parle même pas des autos, je te parle des entreprises en général, TPE, PME, tout ce que tu veux. Genre, alors bon, voilà, au début, tu commences en solo, après, tu fais une équipe, mais la majorité des entreprises, après 3 ans, elles n'existent plus. Ça fait pas, c'est la loi du marché, c'est comme ça, tu vois, ça fait le ménage. Mais pour ce qui est des levées de fonds, il y a quand même des belles boîtes, tu vois, qui sont rentables après une levée de fonds. Tu vois, Lemlist, ils ont bootstrap, après ils ont levé 30 millions et ils marchent très bien aujourd'hui. Comment elle s'appelle, la meuf là, Justine Hutto là, avec son truc là. Si, comment elle, j'ai oublié son. Respire. Ah, l'application de cohérence cardiaque. Non. C'est un truc de déodorant naturel, machin. Des produits, Ah, ok. c'est du e-commerce, c'est du retail. Enfin non, c'est du commerce. Et rentable. Plusieurs millions à l'année, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Donc, en soi, ça dépend de la stratégie. Si tu fais les choses bien, tu peux y aller. Encore une fois, c'est une minorité extrême qui fait quelque chose avec sa levée de fonds. Et après, je vais te donner un exemple. Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, il a levé. Après la deuxième ou troisième série, il a fait un exit. En gros, il a levé des fonds. Et dans cette levée de fonds, il y avait une partie qui est calée dans sa poche. Avec cette partie-là, donc après voilà, donc ça c'était une levée de fonds pour Feed. Avec la partie qui allait dans sa poche, il a réinvesti dans des startups, dont Respire. Il a investi dans 40 startups. Sur les 40 startups, il y en a 2 qui ont pété ou 3, je sais plus. Il avait pris, je crois, c'est 5 millions de cash out. C'était pas un exit, c'était un cash out, excuse-moi. 5 millions de cash out, il les a répartis sur les boîtes qui ont pété. Les 5 millions, ils sont transformés en, je sais pas, 40. Après, maintenant, il a 120 ou 140, tu vois. Frère, Donc c'est une stratégie vraiment rodée. à ce moment-là, Hein. autant aller au casino. À ce moment-là, C'est pas la même autant chose. je mets 10 millions Non, non, c'est sur pas la la même rouge. chose. C'est pas la même Je mets chose. 10 millions sur le rouge à la roulette et C'est pas la même chose parce que le casino il est toujours gagnant. Mais là, on est sur vraiment des stratégies. Tu valorises l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires qu'elle génère, etc. Non, c'est une stratégie avérée, ça existe. Voilà, maintenant c'est vrai que dans les startups, notamment les startups tech, les multiples ils sont mirobolants, plus trop maintenant parce qu'on a du mal les gens ont du mal à lever. Tu lèves plus aussi facilement qu'avant. Mhm. Avant, tu levais sur un pitch deck. Mhm. Tu venais, t'allais voir des investisseurs, voilà mon projet, est-ce que t'es chaud? Oui, ok, vas-y, je pose 100 000, Justement, 200 000. comment ça se fait que ça c'est aussi sophistiqué et que c'est devenu aussi dur? Parce que Ça c'est j'ai pas compris que sophistiqué. c'était que du bluff et qu'il y avait que du vent. au Ça final. c'est pas sophistiqué, c'est juste que la conjoncture économique n'est plus la même. Après le Covid, on a dit ouais, bon voilà, faut faire attention, les liquidités elles sont plus aussi importantes. Tu penses? Oui, c'est avéré. Tu Pas les- renseignes-toi, tu c'est lis. pas les plus grosses boîtes, enfin les plus grosses boîtes, elles se sont enrichies justement grâce au Covid. C'est pas la même chose, là on parle de start-up. Start-up Et c'est les startups, les investisseurs, c'est des personnes qui ont des boîtes, pas nécessairement. qui tournent. Pas nécessairement. Ah ouais? Bah oui. Ça T'as n'a rien déjà à voir. des investisseurs, c'est juste des philanthropes comme ça. Non, c'est pas des philanthropes. Ils viennent pour un profit, mais est-ce qu'ils ont forcément des grandes boîtes? Ça n'a rien à voir. Là, tu mélanges deux mondes qui ne sont pas les mêmes. T'as des mecs, c'est des investisseurs, ils ont pas de boîte, ils ont juste fait fortune dans je ne sais quoi, immobilier, peu importe, etc. Ils veulent diversifier. Regarde, je te donne un exemple. Comment il s'appelle Matuidi. Il est passé dans qui veut être mon associé. C'est un footballeur. Il a lancé l'un de ses premiers fonds d'investissement l'un des premiers fonds d'investissement de sportifs de haut niveau pour les startups. Mbappé, il investit dans les startups. De plus en plus de footballeurs investissent dans les startups. C'est juste des mecs qui ont de l'oseille. Hmm. Ils veulent diversifier, ils veulent sécuriser leur argent ou le faire fructifier. Ils investissent dans des boîtes. Les boîtes, derrière, il y a une promesse de rendement. D'accord? Maintenant, voilà, je vais pas rentrer dans les détails financiers parce que moi je suis pas trop là-dedans, les chiffres, tout ça, c'est pas mon Ouais. fort. Mais en tout cas, c'est totalement décorrélé des grandes boîtes qui ont fait fortune pendant le Covid. Parce que, pour répondre à ta question, pourquoi c'est plus aussi facile qu'avant? C'est que maintenant, les gens ont moins confiance. Enfin, les investisseurs ont moins confiance, il y a moins de liquidité, l'argent est moins disponible parce qu'ils le coffrent pour plein de raisons différentes, tu vois. Et donc, ils investissent moins facilement dans les startups, c'est tout. Tu peux pas lever sur un pitch deck comme avant. Maintenant, il faut de la preuve, il faut de l'attraction, il faut montrer que ta boîte elle marche. Est-ce que tu penses qu'une boîte qui fonctionne dans le milieu de la startup, est-ce que tu penses que c'est une boîte qui, sans levée de fonds, n'aurait pas fonctionné? Sans lever de fonds, aurait fonctionné, n'aurait pas fonctionné. N'aurait pas fonctionné. Ça dépend, tu vois, encore une fois, tu vois, si on prend Lemlist, ils ont bootstrap de zéro. Ils ont commencé avec un truc qui s'appelait Lempod. C'était un truc automatisé qui permettait de liker et commenter automatiquement sur LinkedIn. Le truc a bien marché, ils l'ont revendu. Avec l'argent de la revente, ils ont développé Lemlist, qui est un outil d'automation pour le mailing. Voilà, et puis maintenant, ils ont créé l'Empire, tu vois, il y a Ouais. plein d'outils dedans. Enfin, j'ai c'est vu. une Guillaume, il dinguerie. s'appelle le gars. Guillaume Moubèche, ouais. Et tu vois, lui, il a bootstrap de zéro. Donc, bootstrap, c'est tu pars de zéro, tu lèves pas de fonds et tu construis sur ce que tu gagnes, tu vois, D'un point de vue business model, je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce que clairement. quand tu crées un business,
t'as toute une étude de marché à faire et tu dois valider le produit, tu dois valider l'offre. Ouais. Pour valider l'offre, tu as besoin d'avoir des preuves de concept, tu as besoin d'avoir des bêta-testeurs, des personnes qui ont déjà testé en amont, qui ont déjà consommé en amont, et que toi, tu as déjà fait le travail de le produit que j'ai, je l'ai amélioré en fonction des feedbacks que j'ai reçus de mes consommateurs. Moi, ce qui me dérange dans le monde startup, c'est qu'on donne de l'argent à des personnes qui n'ont aucune preuve de concept, et pour la plupart, qui commencent du début. Et c'est là où je me dis, c'est du vent, c'est là où je me dis, il y a Plus énormément maintenant. d'argent. Plus maintenant. Et ça fait longtemps. Hein. Je te dis plus maintenant, je te dis, ça fait depuis 2019, ça n'existe plus. Ça. Maintenant, tu viens, t'as de l'attraction, sinon tu gardes la pêche. Quand À je dis moins- l'attraction, c'est-à-dire. L'attraction, ça veut dire qu'en gros, ton produit, il prouve que il y a de l'intérêt. Les gens, ils ont, soit t'as une liste, tu vois, par exemple, l'attraction, ça prend différentes formes. Ça peut être une liste emailing, une liste d'email, pardon, où t'as, je sais pas, t'as 2000, 3000, 10 000 personnes qui se sont inscrits sur la liste d'attente pour ton produit. C'est de l'attraction, une preuve de traction. Ou alors, de l'attraction, ça peut être, j'ai déjà 40 clients sur mon SaaS, tu vois. Ou j'ai 40 clients sur, ou tu vois, je sais pas, de l'attraction, ça peut être, avec ma boutique e-commerce, j'ai déjà je génère déjà 15 000 de CA par mois, tu vois. Ce qui est assez faible en e-commerce. Mm. Tu vois, je connais une meuf qui vend j'ai rencontré chez les déterminés, qui vend des agendas Muslim Planner, ça s'appelle. Ah, je connais. C'est un gars qui est derrière, non? Je crois que c'est une meuf, C'est pas un gars, un renom? il me semble pas. Muslim Planner? Ouais, Peut-être que c'est autre chose. ouais, c'est peut-être chose. Mais c'est une meuf, je suis quasi certain. Elle toute seule, réseaux sociaux, machin, etc. Elle fait ses trucs à la main et tout. Elle faisait 30 000 toute seule. Tu vois, donc, en vrai, voilà, c'est ça une preuve d'attraction. T'as des clients où t'as des gens qui prouvent de l'intérêt, tu peux prouver, t'as un track record et tout, tu vois. Parce que toi, t'as baigné dans le monde de la startup. Ouais. Anthony Bourbon, t'as travaillé avec Feed, Ouais. du coup, les déterminés. Ouais. Donc tu vois un peu de l'intérieur. Pour moi, c'est un monde obscur, c'est un monde. Pour moi, franchement, je te dire, C'est un monde bullshit, hein, t'as totalement raison. je les mets au même niveau que les personnes qui font de la publicité en Lamborghini au bord de la plage, en mode viens, je te montre la vida loca. Pas à Je les mets au même niveau. Pas à ce point, mais ça reste un monde bullshit, et notamment sur les valeurs que prône chacune des startups qui évoluent dans le milieu, tu vois. C'est un monde bullshit, notamment, tu vois, la diversité, tous les mots valises qu'ils utilisent pour dire les arabes et les noirs de banlieue. C'est un monde bullshit, t'as les fous, tu vois. Parce que ça rapporte. C'est de la RSE. C'est, regardez, on met en valeur les petits défavorisés. Pourquoi tu utilises l'islam sur tes réseaux sociaux? Je l'utilise pas. Tu te mets en avant. Si tu regardes ta bio, c'est quoi Elle a déjà changé. La hijra. Elle a changé. Tu savais que j'allais poser la question. Non, sur ça. j'ai jamais parlé de hijra sur ma bio. C'était quoi ce C'était pays de racistes développe une communauté, attire plus de prospects et quitte le pays des racistes. et quitte le pays des racistes. C'est un positionnement qui est clair. C'est, Un positionnement qui est clair. Ouais. C'est-à-dire que la cible que tu vas attirer, ça va être un public musulman que tu vas cibler, en tout cas, un public qui subit le racisme. qui subit le racisme. Ok. Pourquoi tu as décidé de capitaliser sur cette audience? Parce que ça fait partie de ce que moi-même j'ai vécu, le racisme. Donc j'ai une forme, mais on va en parler parce que ça a changé pas plus tard que la semaine dernière. Ah, Ma vision sur le sujet. magnifique. J'arrive au bon moment. Donc, à la base, j'ai une forme de colère contre le système et notamment la manière, et notamment la France en général, par rapport à comment on est traité nous en tant que racisés ou en tant que musulmans, mais plus en tant que racisés déjà en général, tu vois, au-delà de l'islam, même si c'est vrai que en plus étant musulman, c'est encore plus compliqué, tu vois. Et je sais que d'autres le vivent. Je pense que le meilleur moyen de s'émanciper de ça, c'est de générer ses propres revenus et d'en générer assez soit pour se barrer, soit pour à minima, tu vois, et ne pas subir le fait que tu es dans un taf où tu dois obéir à des ordres, tu ne peux pas prier à l'heure, etc. Tu vois. Donc le terme s'en servir, c'est pas le cas. Je m'en sers pas, je l'exprime à proprement parler parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis, tu vois. Plus maintenant, mais que j'ai vécu en tout cas de manière intense. Et là, c'est plus le cas. Grâce à une conversation que j'ai avec Human Nudge, que tu connais, je pense. Big up, Najib. Big up à Najib, le frérot. Il est venu au studio la semaine dernière. On a fait un podcast. Et on a parlé de ça. On a parlé de racisme, etc. Et je lui dis, genre, moi, je suis clair dans mes propos. Je pense que vraiment, il y a, enfin, en tout cas, je mets en opposition dans mon discours très souvent les blancs versus les racisés. Parce que ils ne sont pas traités de la même manière et les premiers ne traitent pas les seconds d'une manière qui devrait être, pour moi, normale en tant qu'humain, tu vois. Tu traites. Et le contraire est juste aussi. Le contraire n'est pas juste. Tu vois, je pense que voilà, le vivre ensemble, etc. On a tous essayé, et on se rend bien compte que ça marche pas. En tout cas en France, en Belgique, je sais pas comment ça se passe, mais en France, ça marche pas. Tu vois, et je ne pense pas que, je pense que c'est difficile. Je pense que ça va être de plus en plus difficile pour que ça fonctionne. Allah ouais, peut-être qu'il y a de l'espoir. Je t'aurais pas dit ça la semaine dernière. En tout cas, Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. il me raconte une histoire. Il me dit en gros, donc moi je lui dis voilà, le racisme, etc. On parle de racisme, on parle de comment ça se passe, etc. J'utilise des termes forts, tu vois. Enfin, termes forts. J'utilise les blancs. On dit bien les noirs et les arabes, qu'on dirait pas les blancs, tu vois. Donc moi j'ai ce truc là où déjà je casse les codes par rapport à ça. Et il me raconte une histoire. Il me dit ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. Et il commence à m'expliquer. Il me dit voilà, donc lui il a fait l'armée réserviste En France. en France. Il était vigipirate du coup.
Et il me dit, ouais, donc il y a un régiment, j'ai oublié le nom, le régiment qui, historiquement, est le régiment raciste de l'armée de terre, parce qu'ils ont contribué à la colonisation. C'est eux qui étaient dans le processus de colonisation au Maghreb, en Afrique, etc. En général, tu vois. Et il me dit, voilà, j'avais mon caporal-chef, je crois, son caporal-chef qui était donc de ce régiment-là, et qui un jour, il vient le voir et lui dit, ouais, Najib, toi, t'es musulman? Je l'imite pas très bien, parce que lui, il imitait bien, franchement, il avait un ton raciste, carrément, tu vois, leur manière de parler. Toi, t'es musulman? Et il dit, oui. Il dit, pourquoi t'as pas prié Et il me dit, vous priez 5 fois par jour, c'est ça? Il dit, oui. Il lui dit, pourquoi t'as pas prié aujourd'hui? Et donc, Najib, il est en mode, ouais, c'est vrai et tout. Tu vois, genre, en mode, le gars lui fait un rappel, tu vois, alors ouf. qu'il est pas, Ah, ça, c'est la pire des choses qui peut t'arriver, c'est qu'un non-musulman te fasse un rappel. incroyable, Dingue. tu vois. Et bref, et alors, il me dit en gros qu'il lui pose pas mal de questions. Et notamment, un truc qui m'a marqué, c'est qu'il lui dit, ouais, un jour, le caporal-chef vient le voir, il lui dit, ouais, vous les musulmans, pourquoi vous faites comme ça avec le doigt? Et donc Najib, il lui explique, pédagogue et tout, ouais, c'est l'attestation de foi, la shahada, c'est pour attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et il dit, ah, ok, donc ça veut dire que Dieu il est un, c'est ça? Et il dit, ouais. Il dit, ok, ça marche. Et donc plus tard, semaine ou mois plus tard, ils sont à Gare de Lyon, je crois, ou Gare de l'Est, ou Gare du Nord, peu importe, Vigipirate, ils sont en train de faire leur patrouille et tout. Et d'un coup, le caporal-chef, il se fige, et il est en mode alerte, il se passe un truc, tu vois. Et donc Najib, il s'inquiète, il fait un regard, il dit, ouais, il se passe quoi, tu vois. Et le caporal-chef, franchement, ça m'a touché, ça m'a fait des frissons, cette histoire. Et le caporal-chef, il regarde Najib, et il lui fait, comment ça? Genre en mode, aie confiance en ton Dieu, tu vois. Et je sais pas, carrément, rien que là d'en parler, je suis un peu ému, tu vois. Je me dis, subhanallah. En fait, c'est vrai, tu vois, j'ai ce truc-là où, j'ai une colère en moi à cause de ça, et j'oublie qu'en fait, j'essentialise alors que j'ai pas, et je fais exactement ce que je reproche aux autres, tu vois. Et lui, il me dit, et donc Najib, qui est très fort, thérapeute, hein, maintenant il est thérapeute et tout, certifié, machin, il me dit, je trouve que c'était paradoxal, Samy, parce que t'es quelqu'un qui fédère les gens, mais actuellement, tu as un discours qui divise. Hmm. Et ça m'a fait un switch dans mon crâne. Et depuis une semaine, j'y réfléchi. Et du coup, quelques jours plus tard, j'ai changé ma bio. Et j'ai enlevé ce que je disais là, quitte le pays des racistes. Donc je suis en train d'évoluer sur la question, tu vois. Je me rends compte que j'étais dans le faux, comme sur plein de sujets, tu vois, et que bon, de toute façon, on évolue, c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact sur mon personal branding. Donc la boucle du début du podcast, tu vois. Authenticité. Authenticité. Parce que je peux pas me permettre, alors que je sens que j'ai ce questionnement actuellement en moi et que je sens que j'évolue, de laisser ce truc-là. Je me sentais, et tu sais, au fond de moi, je me sentais pas vraiment aligné avec ce truc-là. Je sentais que c'était une part d'ombre de moi qui s'exprimait et pas pleinement moi. Tu vois le truc ou pas? Donc voilà. Incroyable. Franchement, je suis bouche bée. C'est très très beau et ça représente aussi l'islam, hein. Parce qu'en réalité, l'islam, c'est pas un message de division. Au contraire, le dernier serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est il y a pas de couleur, il y a pas de couleur, il y a pas d'origine, il y a pas toutes ces choses-là. C'est vous êtes des frères, vous ne faites pas la différence entre un frère noir et un frère arabe. C'est-à-dire, c'est un message d'union. Et aujourd'hui, malheureusement, hein, à travers ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à travers ce qu'on trouve sur Internet, concernant une certaine mouvance qu'on a envie de mettre en avant de l'islam, qui est qu'une mouvance, tu vois, qui veut qu'on soit contre les non-musulmans, qui veut qu'on soit très extrême dans notre vision et dans notre lecture de certains textes, etc., très littéraliste, très décorrélé du monde dans lequel on vit, etc. Je pense que c'est cet islam-là, d'ouverture d'esprit, cet islam de bienveillance, cet islam de on n'est pas en train de vous juger, au contraire, si vous nous jugez, nous on va être neutre avec vous. Et la dinukum waliya din, certes votre religion, et moi j'ai ma propre religion, certes vos valeurs, moi j'ai ma propre valeur. C'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir cohabiter. Et en mon sens, c'est ça qui manque dans notre génération, c'est ce qui manque et c'est ce qui va permettre de créer plus d'amour, permettre de créer plus d'opportunités, permettre de créer plus de bonnes choses, plus de plus-value d'un point de vue général à partir du moment où on arrête d'être dans cette posture de la victime, d'être dans cette posture de l'État il est discriminant, les gens ne veulent pas de notre bien, on n'a pas les mêmes chances que les autres, etc., etc. Même si c'était factuellement une est réalité, même si c'était une réalité, C'est une réalité. même si c'était une réalité, C'est une réalité. même Tu le mets au conditionnel, mais c'est une réalité. même si c'était une réalité, je veux dire que une réalité n'est pas vraiment la réalité de tout le monde. C'est peut-être réel dans un certain contexte et pas réel dans d'autres. Et des fois, notre imaginaire aussi, il vient en rajouter. Et notre neuf aussi, il vient en rajouter à certains endroits où peut-être tu seras parti faire un entretien d'embauche. Tu penses que c'est du racisme, mais en fait, c'est juste que t'es pas qualifié. Aujourd'hui, on justifie beaucoup notre manque de qualification, notre manque de compétences derrière. Ouais, non, c'est un raciste, il m'a jugé, c'est une raciste, elle m'a jugé, etc. Mais le jour où on changera de posture, je pense, hein, le jour où on changera de posture, où les musulmans changeront de posture, prendront leurs responsabilités et se diront, ok, même si tu m'aimes pas, moi je t'aime. Même si tu me valides pas, moi je te valide. Et je vais te donner l'estime dont tu as besoin ou l'estime que tu mérites, indépendamment du fait que toi tu me donnes l'estime que tu veux ou pas, juste pour être fidèle à mes valeurs en tant que musulman et juste pour te montrer à toi que peut-être que tu te trompes et peut-être que tu ferais mieux de reconsidérer l'image que tu as
des musulmans parce que regarde, je suis un musulman et je suis tout le contraire de ce que tu penses. Et je pense que c'est ce travail intérieur, et Barakallahu fika, Najib, qui t'a permis de faire ce travail intérieur qu'on se doit tous de faire. Et qui, depuis que je le connais, me fait faire des travaux, des travaux intérieurs comme ça, en pagaille. Ce gars-là, là, la rencontre que j'ai eue avec, Inch'Allah. Je Najib, l'ai jamais rencontré en vrai, mais j'ai entendu que du bien de lui. tu viens à l'event du 26 et 27 octobre à Marrakech ou pas? Madame elle est enceinte, c'est chaud. Félicitations! Barakallahu fik. Barakallahu Bravo, fik. Alec. Bon bah Samy, c'était un pur plaisir de t'avoir. C'était trop court, là. C'était super court. En vrai là, j'ai encore plein de questions que j'ai envie de te poser. Paul, on peut pas faire 1 heure en plus, c'est moi qui râle là, y a pas de problème. Si tu veux, si tu veux et si eux ils veulent, ceux-là qui regardent là dans la caméra, si on met quoi? On met un objectif. Si on atteint cet objectif-là, on fait un épisode 2, toi et moi. C'est quoi les vues moyennes actuellement sur vos épisodes? Sur les derniers épisodes qu'on a fait, on est autour des 1000 vues. Sur YouTube? Ouais. Ok. Et sur les reels, ça donne quoi? Ça dépend les reels. Ça a des bons reels? Ouais, il y a des reels le reel on a eu le plus de vues, il y avait, je crois, 300 000. Quand même! Ouais. Ça. Ok, moi je propose que si on atteint les 5000 vues, que dis-je? Si on atteint les 10 000 vues sur cette vidéo, Sur YouTube? je suis sûr qu'on peut le faire. Alors, au lieu de parler de vues, on Ouais. va parler de nombre de likes. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas les codes de YouTube encore. Je pense. Je pense que c'est plus intéressant. Parce que les vues, tu peux pas les calculer, mais le nombre de likes, tu peux le calculer. Comment ça, les vues, tu peux pas les calculer? Bah, les vues, tu peux pas savoir si ça va être propagé ou pas, ou si les gens vont pouvoir voir, enfin, si ton contenu va être montré à d'autres personnes. C'est quoi ta moyenne de likes en général? Ma moyenne de likes, celle où on a fait le plus de likes, on était à 300, 400 likes. Mais ça, c'est parce que j'ai dit dans la vidéo, mettez 500 likes. Ok, bah si on atteint les 1000 likes sur cette 1000 likes. vidéo, Vas-y. on fait un épisode 2 et c'est toi, il le fera au Pod Lab Chiche. à Marrakech. Là, c'est bon, c'est carré, là. En plus, je devrais pas payer. Ce sera gratuit. Là, ce sera gratuit. Ce sera gratuit. Bon, bah, là, fait comme. Samy, on peut te retrouver où? Sur les Instagram. réseaux sociaux, YouTube, Insta. Instagram, @samy.tlb. C'est mon Insta. Et principalement, tu vois. Et même, c'est le même nom sur TikTok, mais je suis pas trop en ce moment. Est-ce qu'il y a une ressource aujourd'hui que tu proposes? T'as une masterclass, un webinaire, une VSL, un e-book, un challenge? Dis-nous, parle-nous de l'actualité rapide avant que Paul il nous chasse. Non, j'ai un bootcamp actuellement qui permet aux entrepreneurs de devenir viraux sur les réseaux sociaux grâce à des techniques bien précises que j'utilise avec mes clients. Mais franchement, non, là, actuellement, j'ai assez de travail. Ça, ce qu'il vient de faire là, c'est un concept extrêmement puissant en vente qui s'appelle l'anti-vente. En mode, j'ai pas besoin de toi, c'est le mindset de l'abondance. J'ai pas besoin de toi, j'ai trop de travail, et donc toi, tu vas te dire, purée, il faut trop que je travaille avec ce gars-là. Mais le Il est pire- fort, il est fort. Le pire, c'est que c'est même pas le cas, mais, enfin, c'est pas le cas, c'est pas de l'anti-vente, mais franchement, ouais, voilà, Ouais, faut ça poser un bon prix sur si tu veux bosser avec moi en ce moment. Inch'Allah. Nickel. Allah yahfdik, Allah yahfdikoum, barakallahu fikoum, Amin. et on se dit, Inch'Allah, bientôt, à très vite. Salam alaikum.